Bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine, bon courage à ceux qui vont se lever tôt pour aller au boulot et qui ont déjà vu l'épisode. Cette vidéo est 100% spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, fuyez parce que là je vais tout spoiler. Et je voudrais commencer à vous remercier pour toutes les personnes qui ont regardé mes 10 reviews épisode par épisode, semaine après semaine, durant ces 2 mois et demi. Vous avez été très nombreux sur chacune de ces vidéos. Je vous en remercie énormément. Vous avez été encore plus nombreux sur le Seigneur des Anneaux, mais ça fait, voilà, je vous ai déjà remercié pour le Seigneur des Anneaux. Et puis on s'est retrouvés chaque semaine aussi en live les mercredis soirs pour décortiquer avec mes invités. Et donc sachez que mercredi soir, ce mercredi, ce sera le dernier live House of the Dragon à 21h. On va non seulement décrypter, débriefer, analyser complètement cet épisode, mais en fin de live, j'essaierai de faire une petite partie libre antenne, mais avant la partie libre antenne, on va donner notre avis global sur la saison complète. Donc ce live sera en 3 parties. Première partie du live, on analysera à fond l'épisode, comme on le fait chaque semaine. Puis, deuxième partie, qui sera beaucoup plus courte, on donnera notre avis global sur la saison. Et enfin, une dernière partie qui sera de la libre antenne. Et si vous voulez, pour les abonnés, pour les personnes qui ont été là chaque semaine, si vous voulez venir vous exprimer en audio ou en vidéo, vous pourrez le faire. Après, ce ne sera pas un live de 6 heures, je ne vais pas vous mentir, parce que je ne vais pas faire un live non plus, c'est épuisant, après de se coucher à 3 heures du mat. Mais on fera un live de 3 ou 4 heures. 3 heures facilement, voire peut-être même 4 heures, maximum. Et je vous mettrai les timecodes dans la description. Et autre chose, comme ces lives vous ont beaucoup plu, vous étiez parfois une cinquantaine, à des pics à 60 personnes même, et que ça a été très regardé aussi en rediffusion, je vous ai mis dans l'onglet communauté de la chaîne, et ça fait déjà une semaine au moins que c'est disponible, je vous ai mis un sondage pour déterminer quel jour vous voulez qu'on se retrouve à partir du mois de novembre, à partir de la première semaine de novembre, et ce pour toutes les autres semaines de l'année. Donc, sauf exception, hein, si je ne suis pas dispo, si je suis malade, peu importe, si j'ai un imprévu. Mais chaque semaine, on va se retrouver une fois par semaine. Et je vous ai mis le sondage. À vous de déterminer si vous préférez que ce soit le vendredi soir à 21h ou le dimanche soir à 21h. Moi, je ne vais pas vous cacher que je préférerais le vendredi. Mais si c'est le dimanche, c'est vous qui décidez. Moi, ça ne me gêne pas non plus. Il vous reste encore jusqu'à vendredi pour voter dans le sondage pour votre horaire préféré. Bien évidemment, votez si vous comptez venir au live dans le chat, hein, bien évidemment, parce que si vous n'êtes pas là, forcément, ça ne vous concerne pas vraiment. Mais voilà, il vous reste jusqu'à vendredi, à peu près vendredi midi, pour voter pour votre horaire préféré pour les lives qu'il y aura de manière hebdomadaire à partir du mois de novembre. Et maintenant, c'est parti, on va parler de cet épisode 10, épisode final. Donc, comme vous avez bien compris, je ne vais pas vous parler de la saison complète, mais uniquement de cet épisode. Voilà. Et ce que je vais juger sur cet épisode de bon, de moins bon ou de mauvais éventuellement, ça ne veut pas dire que je trouve que la saison est chef-d'œuvresque ou mauvaise. C'est vraiment cet épisode que je vais juger. Mais avant ça, petit résumé de l'épisode. On commence avec oui, c'est le couronnement. Allez, on va dire c'est Rhaenys qui revient de Port-Réal. En fait, cet épisode c'est directement la suite. Ça se passe quelques heures après la fin de l'épisode précédent, avec Rhaenys qui revient de Port-Réal à dos de son dragon Maelys et qui avertit Rhaenyra que non seulement son père est mort, mais que son frère Aegon a usurpé le trône, parce que, rappelons-le, son frère n'est pas légitime, quoi qu'en dise le public. Le vrai héritier légitime, c'était Rhaenyra, puisqu'elle avait été désignée par son père. La parole du roi fait autorité, c'est pas les traditions et les coutumes, c'est la parole du roi. Après, on en pense qu'on en veut, on peut être pour la team des Verts, pour la team des Blacks, peu importe, il n'y a aucun souci. Mais c'était Rhaenyra, l'héritière légitime. C'est à partir de là, d'ailleurs, que tout part en sucette. Parce qu'à la base, c'était des garçons, mais il a choisi une fille. Donc, quoi qu'on en dise, ça reste Rhaenyra qui est l'héritière telle que l'avait décidé le roi. Et donc, Aegon, l'usurpateur, a été fait roi, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Là, ça va être le branle-bas de combat. On a Daemon qui va vouloir entamer une guerre. Rhaenyra qui est quand même un petit peu plus réservée, qui attend, qui se dit réfléchissons à toutes les options. Le jumeau qui avait pris le parti, donc je crois que c'est Sir Eric, et son jumeau qui s'était rangé du côté de Aegon, c'était Arik, sauf si je me trompe, je les inverse, peu importe,
Mais voilà, le jumeau qui était droit dans ses bottes, donc qui restait fidèle à la volonté de Viserys, arrive et lui donne la couronne de son père, la couronne de Viserys qu'il portait lors de l'épisode 8, cet épisode qui était exceptionnel en qualité, pour moi du 10 sur 10. Il lui donne, et c'est le couronnement de Rhaenyra, avec tous les gens qui lui sont fidèles et qui sont avec elle à Père-Dragon. Et à partir de là, ça va être le conseil de guerre, mais on va voir qu'elle est beaucoup plus réfléchie et moins hâtive que Daemon. Entre-temps, on a Otto qui arrive, Otto avec une partie, voilà, avec quelques hommes, qui arrive et qui vient délivrer la volonté de Aegon, une soi-disant volonté de paix, c'est-à-dire reconnais que je suis le roi légitime et je te laisserai tous tes privilèges et je t'embêterai pas et tu pourras profiter de la vie, Père Dragon et tout ce que tu veux. Mais bon, en vrai, ça va contre la volonté du roi. Donc, est-ce qu'elle va choisir d'aller à l'encontre de la volonté du roi, et on se rappelle de la prophétie au Song of Ice and Fire qui va être aussi importante pour cet épisode, pour préserver la paix du royaume, ou au contraire, est-ce qu'elle va déclencher une guerre? Justement, on va voir qu'elle réfléchit, elle ne dit pas tout de suite on rentre en guerre, elle dit je vais donner ma réponse, surtout que Otto lui donne une page, alors de ce que je me rappelle, c'est une page d'un livre que Alicent, quand elle était jouée par Émilie Carré dans sa version jeune, lui lisait à Rhaenyra, quand elle était jeune, jouée par Millie Alcock, quand elle lui lisait, quand les deux étaient hyper copines dans les jardins du Donjon Rouge, quand elles étaient jeunes, en début de saison. Donc c'est une preuve que Alicent se rappelle de leur amitié, et c'est Otto qui vient lui délivrer cette preuve en lui disant Alicent n'a pas oublié votre amitié. Donc ça, on voit que ça touche Rhaenyra, mais surtout ce qui lui importe et qui lui fait même verser une larme, c'est qu'elle se dit qu'elle devrait peut-être renoncer pour pas que le royaume soit à feu et à sang. Donc elle va réfléchir sous le regard de la seule qui n'a pas encore ployé le genou, Rhaenys, qui pour moi est le meilleur perso de cette, probablement après Viserys de cette saison, en tout cas pour moi le meilleur perso de cet épisode, sous le regard de Rhaenys, qui va ensuite retrouver, surprise, mais c'est pas vraiment une surprise, son mari Corlys, qui est bel et bien vivant, qui se remet de ses blessures, et qui va dire à Rhaenys, ben finalement, tu avais raison, au niveau ambition, j'ai été trop ambitieux, maintenant il faut qu'on arrête avec ça, il faut qu'on arrête avec ces guerres, de prendre parti, il faut qu'on profite, alors que nos 2 enfants sont morts, il faut encore qu'on profite de nos petits-enfants, nos petites filles, donc Bella et Rhaena, qui sont vivantes, et donc on ne va pas se mêler de ce conflit. Sauf que Rhaenys lui dit, surtout que lui, il pense encore que Rhaenyra est la cause de la mort de Lénore. Ils ne savent pas qu'ils se sont arrangés pour que Lénore soit vivant. Mais Rhaenys, qui a observé Rhaenyra, lui dit, voilà, Rhaenyra, elle est sage, elle ne veut pas déclencher de guerre. En fait, elle se reconnaît en Rhaenyra. Et ça, j'ai adoré, parce que quand on avait vu la défiance entre les deux femmes, je crois que c'était dans l'épisode 2 ou 3 en début de saison, on ne pouvait pas se saquer. On sentait que, voilà, entre les deux, c'était très virulent. Là, on sent l'admiration de Rhaenys pour Rhaenyra. Et ça, c'est vraiment un régal. C'est surtout le regard de Rhaenys qui est un régal. Ça en dit long sur la sagesse du perso. Ce perso est vraiment une merveille d'écriture. Donc, Rhaenys qui va lui dire à son mari, si on la laisse, alors qu'elle ne cherche pas la guerre, elle cherche la paix, si on la laisse, ça va aller mal pour nos petits-enfants, certes, qui ne sont pas légitimes, ce n'est pas les fils de Lénore, c'est-à-dire donc Jaehaerys, Lucerys et Joffrey. Elle lui dit, tant que Aegon sera roi, ces 3 enfants-là, ces 3 garçons ne seront pas en sécurité. Donc Corlys donne commun accord avec sa femme, et c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur couple, parce que c'est le couple, ils sont sur la même longueur d'onde, on sent tellement de respect entre eux, et en plus, elle ne... Voilà, vous voyez, ça c'est un perso qui est bien écrit, mais je vais y revenir après. C'est un perso qui est magnifiquement écrit, parce qu'on ne sent pas la féministe rageuse, indépendante, qui veut prendre le dessus sur son mari, sur le patriarcat. Elle est toujours là, en train de dire, même à Rhaenyra, elle lui dit, non, non, j'attends, on va en discuter avec mon mari, je donne pas de réponse, d'abord j'attends, il me dira sa volonté, on réfléchira ensemble. Vous voyez, ça c'est un couple où le féminisme n'est pas au sein du couple. Les deux sont à égalité, mais la femme respecte l'autorité de son mari. Et ça, j'ai adoré. Bref, petite parenthèse, mais je vais y revenir après parce que c'est le plus gros point positif de l'épisode. Donc, il décide de soutenir Rhaenyra et d'accorder la flotte Velaryon.
Mais malgré tout, Rhaenyra, elle veut étudier toutes les options et elle décide d'envoyer pour enquérir, pour s'enquérir de ces bannerets, c'est-à-dire des maisons qui lui sont fidèles, à savoir notamment les maisons Stark et les maisons Baratheon et d'autres maisons. Et donc Daemon se porte volontaire pour aller vers une maison, je ne me souviens plus laquelle, et ses deux fils, donc Jaehaerys et Lucerys, disent envoie-nous mère. Elle veut pas trop à la base, elle est un peu réticente parce que c'est encore des enfants, c'est encore ses petits garçons, d'ailleurs beaucoup d'affection, et ça fait partie aussi des bonnes scènes de l'épisode. On sent vraiment l'affection d'une mère qui aime ses enfants d'un amour débordant, ça on sent qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Contrairement aux enfants de Alicent qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour, les enfants de Rhaenyra, eux, on sent qu'ils ont été vraiment bien élevés dans l'affection et dans l'intention de leur mère. Et donc, elle décide quand même de les envoyer, Jaehaerys à Winterfell chez les Stark et Lucerys à Accalmie chez les Baratheon. Et on a Lucerys, qui est quand même un peu peureux, qui n'est pas très habile au combat et dont son dragon n'est pas très grand non plus, qui arrive, et là, malheureusement pour lui, il y a déjà Aemond sur place, donc son oncle, l'œil de saphir, mais ça nous avait déjà été spoilé dans les photos et dans le trailer, et donc son oncle Aemond, le borgne, qui est sur place et qui a déjà fait alliance avec les Baratheon en promettant sa main à la fille Baratheon, pour pouvoir faire alliance. Donc le Baratheon, lui, il refuse, malgré la proposition, il refuse, sauf qu'au moment où Lucerys va pour s'en aller, Aemond lui réclame l'œil, il lui dit « Donne-moi ton œil, sinon je te poursuis et c'est moi qui vais te le prendre ». Et Lucerys, il n'est pas venu pour se battre parce qu'il a fait la promesse à sa mère de ne pas déclencher d'hostilité, donc il s'en va. Et là, son oncle veut le courser, mais c'est Boros Baratheon, dit non, pas de bloodshed, c'est-à-dire pas de... Comment on dit ça en français bloodshed, pas d'effusion de sang, sous mon toit. Donc Lucerys, il se taille en vitesse avec son petit dragon de poche, sauf que Aemond, il a Vhagar, le plus grand des dragons. Et on s'en doutait, ce qui devait arriver arriva, parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on ait un mort important. Vhagar, même pas sous les ordres de Aemond, Vhagar ne répondant pas aux ordres de Aemond, et Arax, le dragon de Lucerys, ne répondant pas aux ordres de Lucerys, les deux dragons essayent de s'entretuer, sauf que y en a un des deux qui fait pas le poids, et donc il y a Vhagar qui le déchire en deux. C'est la mort de Lucerys. Et un Aemond qui, au final, se dit zut, c'est allé trop loin, j'ai déclenché quelque chose que je voulais pas déclencher. Voilà, je voulais jouer avec son œil, et là, il s'est fait déchirer en deux. Bon, et Rhaenyra qui en est avertie à la fin, et du coup le regard de Rhaenyra, un petit peu en mode Daenerys quand elle est dans ses heures les plus sombres, on comprend que là ça y est, les idéaux de paix c'est fini, ça va être en mode full vengeance, mais ce sera pour la saison 2 en 2024. Entre temps il y a eu deux scènes, une où on a Daemon qui va dans une des cavernes de Père Dragon pour essayer de dompter Vermithor, le deuxième plus puissant des dragons après Vhagar. Et avant ça, il y a une scène que je garde, c'est la scène de dialogue entre Daemon et Rhaenyra sur la prophétie de Song of Ice and Fire, mais cette scène-là, je vous la garde pour la fin de l'épisode parce qu'il y a quelque chose à dire d'important là-dessus, notamment une polémique qui est en train de enfler sur Twitter, mais voilà, je vais y revenir. Alors, d'ores et déjà, je vous le dis, pour moi, c'est le moins bon épisode de la saison. Et attention, ne déduisez pas que quand je dis le moins bon épisode, c'est un mauvais épisode. C'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Quand je dis que c'est le moins bon, c'est celui qui est le plus faible en termes d'action, et c'est surtout celui qui est le plus prévisible. Il est prévisible à 95%. Il y a des scènes qui sont excellentes, il y a des dialogues qui sont excellents, il y a d'autres très gros points positifs, mais je suis désolé. Pour moi, c'est l'épisode le plus faible et on termine sur une note en demi-teinte. Ce qui fait que, déjà, l'épisode précédent, l'épisode 8, le Conseil des Verts, c'était pas exceptionnel en intensité, mais quand même, il y avait des rebondissements. Là, des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Là, tout est prévisible, jusqu'à la mort de Lucerys. À partir du moment où elle l'envoie, quand on voit la peur et le gamin un peu fragile, un peu peureux, on se doute qu'il va pas revenir en vie.
parce qu'il faut bien quand même un déclencheur, même si on ne connaît pas les romans. Et je ne connais pas les romans. Donc ils auraient pu mourir en saison 2, que ça m'aurait pas... Voilà, je me suis dit, bon, d'accord. Mais quand j'ai vu, voilà, je me suis dit, ça y est, elle l'envoie à Accalmie. On se doute bien, surtout qu'on nous a dit qu'il y a Aemond qui apparaîtrait dans le dernier épisode. Vous voyez, c'est pour ça que malheureusement, la communication autour de cette série est un peu mauvaise, je trouve. Déjà parce que les trailers en montrent trop, parce que les images promotionnelles fuitent beaucoup trop. Et je vous parle même pas que l'épisode a leaké, parce que ça, c'est pas la faute de OCS et surtout de HBO. Mais l'épisode a leaké, c'est-à-dire a fuité entièrement. Vous pouviez le trouver. Il y a même des youtubeurs, je les citerai pas, qui ont sorti la vidéo avant même que l'épisode soit dispo officiellement. Bon, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas rentrer dans le clash de youtubeurs et que de toute façon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas très intelligent de faire une vidéo et de la sortir avant même que l'épisode sorte officiellement. Enfin, surtout quand c'est pour faire des courses à la vue, quoi. On peut quand même attendre un jour de plus. C'est pas non plus 6 mois à attendre. Bref, du coup, je trouve quand même que la communication, en dehors du fait que ça a leaké, est mauvaise. Parce que on nous dit les castings à l'avance, donc forcément, quand il y a des persos qui sont opposés l'un à l'autre et qu'ils apparaissent dans le même épisode, on se doute bien qu'il va y avoir un clash. Et surtout, on n'avait pas en épisode 9, ce qui est l'habitude dans Game of Thrones, on n'avait pas de scène forte ou de mort importante. Donc ça allait arriver dans l'épisode 10, dont on nous disait que ça allait être une dinguerie, ce que ça n'est pas. Pour moi, cet épisode n'est pas une dinguerie. C'est un épisode mou du genou, avec des faiblesses scénaristiques, trop prévisibles, mais vraiment beaucoup, beaucoup trop prévisibles, ce qui fait que c'est pas que j'ai pas aimé l'épisode, c'est que j'ai été déçu. Vraiment, la déception, je l'ai ressentie, et c'est un épisode qui traîne en longueur sur 56 minutes. Il y a 45 minutes, bien bon 45 minutes, où ça n'est que l'intronisation de la reine, et à savoir est-ce qu'elle veut rentrer en guerre ou pas. Et la stratégie. Mais franchement, c'est de la parlotte pendant 45 minutes, et les 10 dernières minutes, qui auraient pu être réduites très rapidement, à moins que 10 minutes, bah, c'est les deux dragons qui se poursuivent l'un l'autre, et il y en a un des deux, on se doute bien lequel, va se faire déchirer. Bon, pour moi, vraiment, je vous le dis, je trouve que c'est l'épisode le plus faible. Vous verrez ma note sur l'épisode dans le live de mercredi soir, parce que je donnerai une note à l'épisode, et je donnerai une note sur l'ensemble de la saison. Alors, l'ensemble de la saison, la note sera plus élevée que sur cet épisode-là, vous vous en doutez bien. Quand on a des masterclass comme l'épisode 8, Viserys, le repas, c'était exceptionnel en intensité. Rien que cet épisode-là fait que la série est une grande série. Mais, je vous le dis, cette série, malgré tout, hein, malgré toutes les qualités, ne sera pas, c'est sûr et certain, je vous le dis, c'est sûr et certain, elle ne sera pas mon numéro 1 de l'année. Ce sera une autre série, je sais déjà laquelle, vous en doutez d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je ne vous le dis pas dans cette vidéo, mais House of the Dragon ne sera pas mon numéro 1 de l'année, parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé. Au-delà des longueurs, je trouve que le personnage de Aemond dans cet épisode est mal écrit, il est même incohérent avec son écriture l'épisode précédent, puisque là, on a un Aemond, là je vous fais les points négatifs, mais après je vais faire les points positifs, vous inquiétez pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs. Aemond, qui dans l'épisode précédent avait de la maturité, il arrivait à ravaler son orgueil et son ambition pour le trône, pour essayer de monter son frère sur le trône et pour l'épauler. Il avait des dialogues très profonds, très intéressants, très matures avec Criston Cole sur les responsabilités. Et là, on a un Aemond qui est tout simplement un gosse, qui fait un caprice de gosse, qui dit en gros, tu m'as volé mon goûter, je vais te voler ton goûter à la récréation, quoi. En gros, tu m'as volé mon œil, je vais te prendre ton œil. Sauf qu'il avait dit à sa mère, t'inquiète, c'est pas grave, j'ai perdu un œil, j'ai gagné un dragon. Donc en fait, c'est un frustré et il n'est pas passé à autre chose. Ok, d'accord, ça fait mal de perdre un œil, il a mis un saphir à la place, bon, c'est plutôt stylé visuellement, mais on sent quand même qu'il est en mode caprice d'enfant. Il n'est pas passé, voilà, il n'a pas encore passé l'âge adulte. Ça ne correspond pas à l'écriture du perso de l'épisode précédent qui avait gagné et qui était vraiment un adulte, beaucoup plus adulte que son frère. Pourtant, Aemond, c'est le cadet. Donc ça ne correspond pas, c'est pour moi incohérent, c'est même mal écrit sur cet épisode. Voilà, sur cet épisode. Pas l'épisode précédent. L'épisode précédent, c'est bien écrit. Mais sur cet épisode, Aemond, c'est pas le fait de l'acteur. L'acteur, il joue bien, c'est pas le problème. Mais le perso est mal écrit.
En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et on ne pourra pas me faire dire le contraire. Pour moi, le perso, il n'est pas bon. Voilà, le perso n'est pas bon. Donc, en tout cas, dans cet épisode. Et enfin, au dernier point négatif, c'est la scène de la fausse couche ou avortement. Alors là, c'est pareil. Je n'ai pas compris, est-ce que c'était un avortement ou est-ce que c'était une fausse couche? Moi, à la base, je suis parti du principe que c'est une fausse couche. Parce que dès qu'elle apprend que son père est mort et que son frère usurpe sa place sur le trône, on sent qu'elle a les douleurs des contractions et que l'accouchement va se faire plus tôt que prévu. D'ailleurs, on la voit avec du sang. Elle met sa main sous sa culotte, sous sa jupe, et elle voit qu'elle a du sang. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que, et je n'ai pas compris, vous me direz si vous avez compris, pourquoi elle ne veut pas de l'aide des sages-femmes qui sont là pour l'aider à accoucher avec le moins de douleur et que ça se passe de manière un peu plus sécure, un peu plus safe. Donc j'ai pas compris pourquoi elle rejette l'aide des sages-femmes et du maître et qu'elle veut accoucher toute seule. Est-ce que c'est pour se débarrasser de son bébé parce qu'elle est trop pressée de reprendre le trône? C'est pas ce qu'elle nous montre par la suite, puisqu'elle a l'air beaucoup plus pondérée, beaucoup moins hâtive. Ou est-ce que c'est parce que, quoi qu'il en soit, le bébé était perdu d'ores et déjà et elle le savait? Alors, j'ai pas compris cette scène. J'arrive pas à savoir si c'est un avortement, ce qui ferait que le perso serait moins honorable. Parce que bon, si le bébé avait une chance de vivre, pourquoi se le retirer soi-même du ventre de manière assez dangereuse? Ou bien est-ce que c'est une fausse couche et le bébé était condamné? Donc voilà, j'ai pas compris la scène, mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui m'a dérangé le plus, c'est le fait qu'on nous montre qu'elle se sort le bébé elle-même du ventre et qu'on voit le bébé. Et là, je dis, c'est trop. Déjà, l'épisode précédent, on avait ce pervers de Laris Strong où on nous montrait le mec en train de se masturber, fétichiste des pieds. Je vous parle même pas du côté incestueux, pervers, violeur des personnages, où là, on ne sait plus qui est l'oncle, qui est la tante, qui est le père, la mère, le grand-père, les frères, les sœurs, qui est cousin, petit cousin, grand-oncle. Ils sont tellement mariés entre eux là-dedans, tellement consanguins que je m'y retrouve plus. Mais soit, à la rigueur, ça, on nous y a habitués. C'est une marque de fabrique des Targaryens. Mais entre la perversion de certains persos comme Larry Strong et là, parce que moi ça me fait plus rire, à ce niveau-là ça me fait plus rire, mais là surtout dans cet épisode, le fait de nous montrer une scène comme ça qui est dégueulasse, honnêtement ça m'a donné la nausée. C'est gratuit en fait, c'est gratuit, ça n'est pas utile et on sent que c'est choqué pour vouloir choquer, choqué pour faire dans le sensationnel. Et ça, je n'aime pas du tout. Il n'y avait pas besoin de ça. Au début de la saison, ils y étaient allés mollo sur la violence et le sexe. Je me suis dit, ils ont appris des erreurs de Game of Thrones, où il y avait clairement trop de violence et de sexe gratos. Et là, ils retombent, mais dans un style différent. C'est pas des scènes de sexe, c'est pas des scènes de violence, de coupage de tête, d'arrachage de bras, mais on est sur des choses qui sont choquantes et qui ne sont pas nécessaires pour nous faire apprécier l'épisode. C'est juste pour choquer. C'est le quota de scènes choc. Ils se sont dit, bon voilà, il nous faut une scène choc. Qu'est-ce qu'on peut faire encore plus choc qu'un mec qui se masturbe, fétichiste des pieds? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Bah là, on va leur faire une fausse couche avec la femme qui sort le bébé, qui se sort le bébé des tripes de l'utérus direct, avec le cadavre du bébé qu'on va montrer en gros plan, on va bien insister dessus. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ça va pour moi trop loin. Et c'est pour ça, c'est une des raisons qui fait que la série ne pourra pas être numéro 1 de l'année. C'est impossible. Je peux pas dire que c'est ma série préférée de l'année alors qu'il y a des choses comme ça qui me rebutent profondément. Après, vous allez me dire c'est une question de sensibilité. Bon, si ça vous choque pas de voir un truc comme ça, après c'est vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais je trouve pas normal moi je trouve pas normal qu'on ne se choque pas de ce genre de scène. À un moment donné, il faut arrêter de croire que tout montrer c'est une bonne chose. Il faut y aller mollo. La série aurait tellement gagné à être un peu plus calme sous certains aspects. Et surtout sur ce genre de scènes qui sont au final, c'est du voyeurisme. Et je déteste le voyeurisme. Bref, je vous ai parlé des points négatifs. Maintenant, je vais parler des points positifs. Le plus gros point positif de cet épisode,
Et là, ça, pour moi, je suis en train de réécouter la musique. Et là, je vais me réécouter la musique toute la journée. Je vais me la mettre en boucle sur l'ordi pendant que je suis en train de bosser. C'est le thème de Rhaenyra. Le thème de Rhaenyra est sublime. Ramin Djawadi, il a fait un thème inédit, parce qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont repris de toute la saison, toute la série de l'intégrale de Game of Thrones, qui sont remixés, remaniés, réorchestrés, samplés. Mais le thème de Rhaenyra, il est sublime. Il arrive lors de son couronnement, je crois que c'est à peu près à 13 ou 14 minutes ou 15 minutes dans l'épisode. Il est sublime. Et là, ça me fait dire que je regrette qu'ils aient pris pour le générique de cette série, qu'ils aient repris le thème de Game of Thrones. Ils auraient dû mettre le thème de Rhaenyra, peut-être orchestré de manière un peu plus martiale, un petit peu plus guerrière, mais ils auraient dû mettre le thème de Rhaenyra, ça aurait dû être le thème de cette série. En mettant à nouveau le thème de Game of Thrones, ils ont joué la carte de la sécurité pour que les gens identifient bien la série. Mais en même temps, moi je vous l'avais dit lors du premier épisode, lors du live, je crois, j'avais été un petit peu déçu qu'on n'ait pas un nouveau thème pour le générique. Et quand j'entends le thème de Rhaenyra qui est tellement sublime, je me dis que c'est pour moi le plus beau thème qu'on ait entendu dans House of the Dragon pour le moment, sachant qu'il y a aussi d'autres thèmes et des thèmes qui sont repris. Je crois qu'il y en a un qu'on entend dans l'épisode final de la saison 6 de Game of Thrones, Les Vents de l'Hiver, vous savez, avec Cersei, le Septuaire, le Feu Grégeois, le moineau qui perd ses plumes, et tout ça. Et dans les dernières saisons, saison 7 et 8, on avait des thèmes qui étaient forts. Et là, j'ai eu l'impression de réentendre ce thème de manière un peu plus calme, de manière un petit peu plus distillée. Mais la musique, il y a vraiment un effort qui a été fait, du fait qu'il y ait moins de bruit, parce que moins de guerre et moins d'action, on peut se concentrer plus sur la musique. Et ça, c'est un énorme point positif. On ne pourra jamais l'enlever. Ramin Djawadi, il a fait un boulot exceptionnel et j'espère qu'il va être nommé. Après, ça va être difficile parce qu'il va être peut-être en concurrence avec Bear McCreary sur Les Anneaux de Pouvoir, parce que Bear McCreary a fait une composition de folie. Donc, en tout cas, Ramin Djawadi, il faut vraiment dire, Ramin Djawadi, c'est un compositeur exceptionnel qui s'est encore dépassé pour cette série. Les dialogues, bien qu'ils soient prévisibles, bien que l'action soit prévisible, les dialogues sont quand même de qualité. L'acting, excellent. Emma Darcy enfonce le clou et me fait arrêter de faire la comparaison avec Millie Alcock. Là, je suis vraiment définitivement attaché à l'acting de Emma Darcy. Je trouve qu'il y a de la douceur dans sa manière de jouer. Ce n'était pas forcément le cas quand on nous l'a introduit à la mi-saison. Elle était un peu froide, un peu rebutante, elle était assez dure et assez radoucie. Donc ça, c'est dû à l'acting de Emma Darcy qui était excellentissime, vraiment. Et comme je vous disais, le meilleur couple de la saison, les deux meilleurs persos après Viserys, c'est-à-dire Rhaenys, Eve Best et Corlys, Steve Toussaint, qui sont des masterclass vivantes en fait. C'est des masterclass ambulantes. Dès qu'ils sont là, il y a un supplément de charisme. Je me régale de les regarder. De les regarder, observer les autres persos. Et si vous voyez, dans toutes les scènes de cet épisode, Rhaenys, elle est en fond, toujours debout, en train d'observer, en faisant un sourire, en se disant « Ah ouais, là, Rhaenyra, elle est bien. Là, voyons comment elle va réagir. » Toujours. Franchement, Rhaenys, elle sent le charisme, la classe, et Corlys, pareil. Le mec, génial, génial. Franchement, ces persos sont très attachants. Et pourtant, en début de série, quand ils ont donné leur fille de 12 ans, j'étais là, qu'est-ce qu'ils font? Mais vraiment, dans cet épisode, ils sont encore une fois, ils rehaussent la qualité de l'épisode. Bon, après, tout ce qui est effets spéciaux, tout ça, j'ai rien à redire, bien évidemment. Le montage, très très bon. Voilà, malgré tout, ça manque d'action et c'est très prévisible. Et enfin, j'en arrive à la dernière scène qui, je vous dis, va faire polémique. C'est la scène où Rhaenyra prend à part Daemon et lui dit voilà pourquoi je ne veux pas forcément déclencher une guerre et laisser un royaume de cendres, parce qu'il faut que je sois la garante de la prophétie A Song of Ice and Fire de Aegon le Conquérant. Et là, Daemon, il pète un câble, il la serre à la gorge. C'est de la violence domestique. Hein. On peut dire que c'est de la violence envers une femme. Oui, c'est pas une gifle, mais c'est quand même très violent. Parfois même peut-être plus violent. Parce qu'il la serre tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, elle va lui claquer entre les mains. Ça va faire polémique parce qu'on a une scénariste qui s'appelle, je crois, Sarah S., qui était la
scénariste de l'épisode précédent, qui avait dit « Je ne comprends pas que les gens apprécient le personnage de Damon qui est une ordure. Elle n'a pas dit le mot ordure, mais elle a dit qui est un personnage qui fait beaucoup de mal, qui est très malsain. Et comment les gens peuvent apprécier, avoir autant d'engouement pour ce perso quand... Ben, ça, vous voyez, c'est le discours des féministes, qui je ne peux pas supporter le discours des féministes, ça me sort par les yeux, les oreilles. C'est le discours des féministes qui n'arrivent pas à faire, je l'avais déjà dit en live, qui n'arrivent pas à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et surtout qui isolent des actions de perso pour réduire ces personnages à ces seules actions. Mais il n'y a pas à se choquer dans cet épisode que Damon pète un plomb sans aller trop loin non plus. Il la bat pas, il la met pas à terre non plus. Juste, on sent que il est vexé de ne pas avoir été au courant. Et surtout, il voit en Rhaenyra ce qu'il estime être la faiblesse de Viserys, c'est-à-dire qu'elle cherche la paix, elle cherche pas le conflit. Mais nous, on sait que c'est une bonne chose. Mais Daemon, c'est quelqu'un de belliqueux, qui cherche la guerre. D'ailleurs, elle lui dit, t'es excité à l'idée de faire la guerre, calme-toi. Et elle lui parle de la prophétie. Et lui dit, arrête avec tes prophéties, je m'en fous, moi, la seule chose que je veux, c'est des dragons pour aller tout cramer. Et donc, il pète un plomb, il s'énerve, mais après, il se ravise et il relâche son étreinte. Et c'est après qu'il va dans la caverne chercher Vermithor, l'autre dragon. Bon. Et elle, on sent qu'elle est surprise. Elle pensait pas qu'il pouvait lui faire du mal. Sauf que nous, on l'a vu depuis le début de la série. Et on a quand même apprécié le perso. On l'a vu tuer sa première femme. Il l'a fait chuter de cheval, elle se brise les reins, elle se brise les os, paralysée. Et ensuite, il l'achève à coups de pierre. On l'a vu dans le premier épisode couper des testicules, couper des mains, couper des têtes quand il arrive à Port-Réal en mode je viens, voilà, je vais vous expliquer qui c'est le patron. On l'a vu couper le vendeur de crabes, là, le gaveur de crabes coupé en deux avec les boyaux et tout. On a vu que Daemon, c'était quelqu'un qui était malsain. De toute façon, pour coucher avec sa nièce, bon, elle aussi non plus n'est pas très Rhaenyra, elle aussi, il y a des trucs qui vont pas. Mais on l'a vu, il l'amène dans un bordel pour la peloter et tout. On le sait que le perso est malsain, on le sait que le perso a des accès de folie, mais on l'a vu aussi avoir de la compassion pour son frère, avoir de l'humilité quand il ramasse la couronne, qu'il la pose sur la tête de son frère. On a vu les failles du perso. Et puis, l'interprétation de Matt Smith, qui mérite un Emmy Award largement, c'est pour ça qu'on aime le perso. C'est aussi grâce à Matt Smith. Pourquoi venir maintenant se choquer ou faire une polémique sur le fait qu'il la serre à la gorge, ce qui n'est pas excusable dans la vie réelle? C'est pas une excuse pour faire la même chose. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas très grave. C'est grave. Mais si on se choque de ça, on aurait déjà dû se choquer de ce qu'il a fait les épisodes précédents, qui étaient beaucoup plus graves, comme tuer sa femme, Rhea Royce, qui avait rien demandé. Elle était peinard sur son cheval, My Little Pony, elle s'est fait décalquer. C'est là où on a des scénaristes, notamment cette scénariste Sarah S., qui doit être probablement une féministe au vu de ses propos, qui essaye de reprocher au public d'aimer un perso. Mais si vous voulez pas, les scénaristes, si vous voulez pas qu'on aime des persos, faut pas aussi bien les écrire de manière non manichéenne, avec des acteurs d'exception. C'est parce que vous les avez bien écrits, que nous les avons appréciés, que maintenant... non pas on ferme les yeux, mais qu'on est un peu moins choqué de ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas choqué, ça ne veut pas dire qu'on excuse, mais on ne leur en veut pas énormément. Si vous ne voulez pas qu'on les apprécie, il ne fallait pas bien les écrire. Voilà. Donc en fait, c'est pas notre problème à nous si on apprécie les persos, c'est votre problème à vous, les scénaristes. Bon, je sais qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, mais je m'adresse à vous, les gens qui allez regarder cette vidéo. Il n'y a pas de polémique, je ne comprends pas qu'il y ait déjà sur Twitter des polémiques en disant Daemon, c'est une ordure, le mec bat sa femme. Il a fait des trucs bien pires les épisodes précédents. Hein. Voilà. Bon, ça n'excuse pas. Mais voilà, c'est une polémique, c'est une tempête dans un verre d'eau en fait. Et puis c'est aussi pour nous rappeler que là-dedans, c'est des Targaryens qui sont tous soumis un peu à de la folie, parce qu'ils sont tous le fruit d'inceste, et que l'inceste, c'est aussi de la consanguinité, et que la consanguinité, ça joue sur les gènes, sur le comportement, et sur l'imprévisibilité. Donc la morale de cette série, c'est ne faites pas de consanguinité. Donc voilà ce que je voulais dire sur cet épisode. Je pense avoir été assez complet sans rentrer dans des petits détails. Ça, ce sera pour le live de mercredi soir. Merci encore une fois à tous ceux qui ont suivi ces 10 semaines, puisque c'est la dernière review House of the Dragon.
ces 10 dernières semaines. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter. Si je ne réponds pas tout de suite, sachez que je lis tous vos commentaires, mais je répondrai au fur et à mesure. Et puis, pour ce qui est de The Walking Dead, je ne vais pas sortir de vidéo aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura plus House of the Dragon, et je pourrai reprendre mes reviews The Walking Dead. Donc la semaine prochaine, il y aura la review des 3 épisodes 19, 20 et 21. La 19, c'était la semaine dernière, 20, c'est aujourd'hui, 21, c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur les 3 épisodes. Ensuite, on reprendra à raison de 1 épisode par semaine. C'est pareil pour Andor. La semaine précédente, les 2 semaines précédentes, je ne vous ai pas fait de vidéo. Mercredi sortira la vidéo sur Andor, rattrapage des épisodes 6 et 7, ainsi que l'épisode 8. Donc une vidéo sur 3 épisodes. Et mercredi soir à 21h, dernier live House of the Dragon. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, bonne semaine. On se retrouve donc mercredi pour du Andor en vidéo et pour le live à 21h. N'hésitez pas dans l'onglet communauté de la chaîne à aller voter pour l'horaire que vous préférez pour les lives à venir hebdomadaires, soit le vendredi soir, soit le dimanche soir. Il ne me reste qu'à vous dire, portez-vous bien et ciao tout le monde.